Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Roselyne Bachelot. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors votre vie, votre parcours fait de vous, on va dire, une figure de la politique et quelque part aussi une actrice de la 5e République. Vous baignez dans la politique depuis votre enfance. Votre père a été député de 1968 à 1988, c'est bien ça, année où vous lui succédez comme député du Maine-et-Loire. Alors la politique, Roselyne Bachelot, c'est une passion pour vous ? La politique, c'est un engagement irrépressible, fait de passion, fait de devoir, et fait d'une sorte d'indicible obligation. Mes parents étaient tous les deux résistants, on vivait de politique à Résistants et gaullistes. Et gaullistes, bien sûr. Mon père, plutôt dans la tradition communiste, il était FTP. Ma mère, de tradition démocrate chrétienne, FFI, ils sont réunis dans le gaullisme. Toute mon enfance, on a plié des journaux, on a distribué des tracts, on a collé des affiches, on était en train de prier quand la radio décrivait le drame de Dien Bien Phu, on priait pour les soldats français. Oui, la politique, c'est une sorte de... Oui, c'est naturel chez moi. Donc c'est ces valeurs dont vous parlez qui vous ont conduit à vous engager. Exactement. Mais il n'y avait pas besoin de m'engager. Vous étiez dans le bain, quoi. L'engagement, il était consubstantiel de mon existence. Alors, avant de vous engager en politique, avant de cet engagement consubstantiel de votre existence, eh bien, votre jeunesse, vous recevez une éducation stricte, je crois, dans un pensionnat catholique, ce qui ne vous empêche pas de faire 3 à 4 heures de musique par jour, c'est bien ça? Vous débutez le piano à l'âge de 3 ans et demi? Vous êtes une pianiste virtuose, alors. C'est-à-dire, je n'ose le dire, pour une ancienne ministre de la Santé, par jouer j'ai du bon tabac. Mais bon, ça c'est... Dans votre tabatière. Alors, vous avez aussi une passion pour le chant jusqu'à 20 ans, je crois. Vous retenez quoi de cette enfance, de votre enfance ? Une enfance très rigoureuse, mais qui finalement m'a permis de faire des tas de choses, de pas me disperser. Faire 3 heures de musique par jour, quand vous faites autre chose. Quand j'étais en pension, il y avait une salle de répétition, d'ailleurs, avec au moins 10 pianos, ça faisait un bruit d'enfer. Mais comment aurais-je pu faire 2 heures à 3 heures de piano par jour chez mes parents? Je leur aurais... vous étiez en pension dès l'âge de 7 ans, hein, c'est ça? Oui, dès l'âge de 7 ans. Et ça m'a beaucoup servi, ça m'a donné le temps de lire, ça m'a donné le temps de faire de la musique. Et cette éducation extrêmement rigoureuse m'a donné de la force. Et vous jouez toujours du piano aujourd'hui? Non, hélas, je ne joue plus de piano, j'ai pas de piano chez moi. Je m'étais dit que je me rachèterais un piano. Mais je pense que la petite arthrose qui guette mes mimiques... Ah oui, ça fait mal aux mains, quoi, hein. Ça fait mal aux mains. Ça fait mal, ça, quand on commence à faire des gammes comme ça fait mal. Alors, c'est vrai que durant votre terminale, une religieuse s'était prise d'amour pour vous. Oui, absolument. C'est vrai, j'ai vu ça je sais pas où. Et vous envoyez des mots doux, des lettres enflammées, en vous appelant Petit Masque Courageux. Mon petit masque courageux. Elle allait cueillir une rose dans le jardin. Elle était amoureuse de vous? Ah oui, elle était follement amoureuse de moi. Et vous n'étiez pas amoureuse? Non. Non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait de ça aujourd'hui, hein? Ah non, mais c'était incroyable. Peut-être cette pauvre femme serait-elle accusée de harcèlement sexuel. Non, mais c'est ça. Non, mais il y aurait un MeToo à la paroisse ou à l'école religieuse où vous étiez. Alors, s'il n'y a jamais eu aucun geste équivoque. Mais de son côté, oui, peut-être. Alors, quels sont les personnages, les rencontres qui ont marqué votre vie et qui ont fait de vous, quelque part, qui ont contribué à faire de vous la femme que vous êtes devenue? Vraiment, les personnes qui ont compté pour moi et qui m'ont fait, ce sont les femmes de ma famille. Vous dites les femmes de votre famille, vous dites pas votre père? Non, je dis les femmes de ma famille. Ma grand-mère maternelle, dont j'ai d'ailleurs écrit l'histoire dans un livre qui s'appelle Corentine, femme merveilleuse, placée domestique à 7 ans, ouvrière dans une usine où elle menait la lutte pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, résistante elle aussi, cachant des juifs dans son grenier pendant la guerre, des aviateurs canadiens dans la cave. À Angers, du côté d'Angers? Non, en Bretagne, à Bourrin, dans le Morbihan. Et avec le premier étage réquisitionné, elle a réussi à gérer tout, réquisitionné par la commandanture, et elle a réussi à gérer tout ça pendant la guerre sans que jamais ces 3 étages ne se rencontrent. Et elle était assez extraordinaire. J'aime bien cette anecdote. Elle transporte un poste de radio clandestin dans le métro à Paris, et elle voit un barrage de soldats allemands, et elle a pris
entre son petit doigt, elle a pris la poignée pour se gratter le nez pour montrer qu'effectivement c'était quelque chose de très léger dans lequel il y avait un petit lainage. Et quand ma mère est rentrée avec elle dans l'appartement à Paris, ma mère était incapable de soulever la valise avec le poste clandestin. C'est la force de la volonté. C'est la force de la volonté, peut-être la peur aussi. Et mon deuxième modèle, c'est donc ma grand-mère paternelle, militante abolitionniste contre la peine de mort. Est-ce que vous représentez ce que c'est pour une femme d'être à la fin du 19e siècle une agricultrice qui milite contre la peine de mort? Et la troisième femme qui compte, eh bien c'est ma mère, militante féministe, qui m'a donné les instruments intellectuels de ma lutte pour le combat de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et votre père? Mon père, c'est autre chose. Mon père, c'est effectivement quelqu'un qui m'a initié à la politique, qui m'a donné les codes de la politique. Mais c'est finalement quelque chose de plus extérieur. C'est une connaissance intellectuelle. La connaissance intime, ce sont bien les femmes qui me l'ont donné. Alors, enfance toujours, vous avez confié à West France, je crois que c'était en 2010, avoir été un esprit indisciplinée, rebelle, contestataire, meneuse et toujours prompte à faire un mauvais coup. Ça vous a servi en politique? Vous êtes toujours prompte à faire un mauvais coup? Vous avez fait beaucoup de mauvais coups en politique? Le monde diplomatique avait même... je crois que j'ai vu ça dans un papier. Le monde de l'éducation avait fait un portrait de moi en disant que j'étais un chef de gang quand j'étais petite. Oui, ça m'a donné cette notion-là, ça m'a donné de la liberté. J'ai pas l'impression d'avoir fait des mauvais coups. Non. Mais j'ai fait des coups en solitaire. Ouais. C'est vrai que cette liberté que j'ai acquise en pension, peut-être parce que j'avais envie de me rebeller contre quelquefois une sorte d'égalitarisme religieux qui me chagrinait, qui faisait qu'on me rabaissait ma note alors que j'avais toujours le prix d'excellence. Ah oui, j'ai vu d'ailleurs que vous n'avez pas pu passer en 6e parce que vous avez trop d'avance, donc vous avez redoublé une classe. Voilà, on m'a fait redoubler une classe alors que j'étais... 8 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup d'avance alors? Voilà, j'ai beaucoup d'avance et on m'a fait redoubler ma 6e au motif que j'étais trop doué. Alors, je trouvais ça d'une injustice terrible, mais bon, voilà. Alors après, c'est les études pharmaciennes, vous avez fait vos études en 2 fois, donc vous êtes donc scientifique. Est-ce que ça vous a servi en politique d'être scientifique? Oui, ce que j'ai aimé dans mon métier de pharmacienne, c'est que c'est un outil formidable pour faire de la politique, parce que c'est à la fois un métier scientifique et un métier de proximité. Vous êtes dans votre pharmacie, tout le monde peut pousser la porte, vous demandez un conseil, une photocopie, un petit pansement. Et combien de fois m'a-t-on ouvert son cœur et la personne, je lui disais, mais il faut en parler à votre médecin. Oh non, j'ose pas. Ah, il y a cette proximité. Il y a cette proximité, et c'est ça qu'il faut avoir en politique. C'est-à-dire travailler ses dossiers, étayer ses convictions sur une étude intellectuelle et en même temps être proche des réalités des gens. Et ça, la pharmacie m'a donné le pouvoir de régler cette torsion entre l'étude, l'intellect et le sentiment. Alors vous êtes aussi une passionnée d'opéra, il y a quelque chose de commun entre la politique et l'opéra? L'école de la vie, l'opéra? D'abord, l'opéra, c'est une école de la vie, c'est une ascèse. Il y a 2 professions pour lesquelles j'ai une énorme admiration, c'est alpiniste et chanteur d'opéra. Je crois que... Donc Pierre Mazot et... Pierre Mazot et la Calas, pour faire un couple. Et ça vous sert en politique. Mais c'est aussi l'histoire de la politique, l'opéra. Les opéras sont politiques. Tous les opéras parlent de politique. Que ce soit le Don Carlos de Verdi ou que ce soit... Politique et d'amour aussi. Ça va la politique, c'est un peu ça aussi. Così fan tutte de Mozart. Ouais. Et alors, donc, qu'est-ce qui a changé dans la politique depuis que vous êtes engagé, donc début d'élu, élu local, conseiller général, 1982, puis conseiller régional, député, y compris au Parlement européen, et ensuite ministre à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de votre carrière? Ce qui a changé dans la carrière, c'est effectivement que moi je suis issu d'une génération politique dont les grandes figures venaient de la guerre. Et donc cette dimension tragique
de la carrière politique a disparu. Ça manque aujourd'hui d'ailleurs, ça? Ah bon, je vais pas dire que la guerre va manquer. Non, mais poussons le raisonnement je parle pas de la guerre, jusqu'au je bout. parle pas de la guerre, je parle du parcours des politiques. On ne peut pas l'avoir parce que aucun des politiques actuels n'est issu d'une période aussi terrible. Mais il est évident que cette dimension tragique de la politique n'existe plus. On a le sentiment qu'on fait de la politique à travers des carrières plus tranquilles, même si la politique est un jeu extrêmement violent. C'est ça qui a profondément changé, c'est cette dimension presque, oui, c'est ça, cornélienne, majestueuse de la politique. Alors, je ne sais pas s'il y a une dimension cornélienne ou majestueuse. Vous avez violemment été mise en cause en 2009 lors de la crise de la grippe H1N1 pour avoir commandé en masse des masques et des vaccins. 11 ans après, en 2020, au début de la pandémie, on a fini par reconnaître que vous aviez eu raison. C'est-à-dire qu'en politique, il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Ma mère disait, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Je critiquais beaucoup cette vision. Et là, aujourd'hui, vous dites oui, je m'étais dit, j'étais vraiment persuadée d'avoir raison, d'avoir pris les bonnes décisions. Mais je me disais sans doute, est-ce que je vais mourir sans qu'on me rende justice? Et là, j'ai la chance extraordinaire qu'on me rende justice de mon vivant. Bon, écoutez... Parce que vous en avez souffert, hein? Beaucoup. Beaucoup. J'ai ressenti ça comme une injustice et je dois dire que je suis assez surprise de voir certaines personnes qui aujourd'hui utilisent la position que j'ai eue alors qu'ils m'ont combattu à ce moment-là par pure bonté. Je ne citerai pas leur nom. Non, mais justement, vous notez... Moi, je vais en citer un, mais il n'est plus en politique aujourd'hui. Michel Issoudun. Oui, député socialiste de l'Isère. Il vous avait lancé en 2010, je crois que c'était dans le cadre d'une réunion d'une commission, ça doit être la commission des affaires sociales à l'Assemblée. La commission d'enquête, oui. Ouais. Donc il dit, on nous a fait le coup avec la grippe aviaire, on devait tous en mourir, on a tous fait des provisions considérables de masques. Qu'est-ce qu'on a fait de ces masques? C'est un gaspillage de deniers publics. On n'est peut-être pas engagé, on n'est peut-être pas obligé de s'alerter, de s'affoler en permanence. Est-ce à dire que le débat politique, Roselyne Bachot, peut mener à tout, y compris et surtout au pire? Vous vous souvenez de cette tirade? Très bien, d'ailleurs, elle a été repassée en boucle il y a 2 ans, un an. Il y a 2 ans, voilà. Ouais. Je dirais pas, faut pas dire qu'elle mène au pire, parce que je pense que ce monsieur est parti avec peut-être de bons sentiments. Ce que je réprouve, c'est de prendre des décisions politiques justement uniquement basées sur les sentiments. Il faut travailler. Je crois qu'en 3 vertus en politique, en 1 le travail, en 2 le travail, en 3 le travail. Et sur des dossiers aussi techniques que cela, il faut travailler, il faut prendre des décisions, il faut avoir aussi des principes. Et du courage. Oui, sans doute, oui. Ah, vous en avez eu du courage tout au long de votre carrière politique, oui, je pense. Et puis aussi, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre donc la grippe H1N1 que vous avez gérée et l'épidémie du coronavirus? Aucun. J'ai d'ailleurs écrit un certain nombre de textes là-dessus et que la seule leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il n'y a pas de leçon à tirer. D'une épidémie, d'une pandémie. J'ai été d'ailleurs assez gêné dans ma gestion de la grippe H1N1 sur le fait qu'on avait bâti des protocoles sur la grippe aviaire. C'était la première la forme de grippe qu'on attrape dans les poulaillers, pour être simple. Et là, on était sur une grippe porcine différente, beaucoup plus contaminante et moins dangereuse. Et on voit bien que les méthodes qui étaient dans la grippe aviaire ne pouvaient pas marcher dans cette grippe dite porcine. Et que très souvent, on était dans une sorte de lit de Procuste, car tous les schémas avaient été concoctés pour une forme de grippe qui n'était pas la sienne. Et là, une grippe à myxovirus, ça ne peut absolument pas être comparé à une infection à coronavirus. Et là, c'est la pharmacienne qui parle, la scientifique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit depuis 2 ans. Hein. On ne connaissait rien à cette pandémie, à cette épidémie. Il a fallu tout trouver, chercher d'abord, trouver, et ensuite gérer la crise. Oui, puis on voit même à travers l'évolution de la crise que on avait vanté, par exemple, le modèle décentralisé de l'Allemagne.
l'Allemagne en disant vraiment la solution pour gérer cette crise, c'est d'avoir des modèles régionaux, sanitaires décentralisés. Et puis tout d'un on se dit ah non mais attention, le modèle décentralisé ça marche pas. Et l'Allemagne est en difficulté maintenant alors qu'elle était on vantait son modèle, elle est en difficulté maintenant parce qu'elle a justement ce modèle décentralisé et qu'il y a des décisions politiques qui doivent être prises de manière centrale. Et qu'est-ce que l'histoire va retenir de cette pandémie que nous vivons encore aujourd'hui ? L'histoire va retenir que nos sociétés éminemment technologiques se croyaient absolument protégées par la science et que tout peut être remis en cause d'un moment à l'autre, je dirais presque en quelques jours. Et j'espère que ça nous apprendra la modestie. À tous ? À tous. Y compris aux scientifiques, aux médecins, exactement. aux journalistes et aux politiques. Aux experts, aux pseudo-experts qu'on a vu sur les plateaux fameux toutologues. Voilà, qui sont experts un jour en grippe, un jour en pandémie de coronavirus, un jour en géopolitique, ainsi de suite. Oui. Voilà, c'est les mêmes tout le temps. C'est bien ça ? Oui, c'est cela, exactement. Au passage, quand vous constatez que des leaders politiques comme Philippot, Dupont-Aignan, on manifeste chaque semaine depuis des mois contre le vaccin, le pass sanitaire et maintenant contre le pass vaccinal, est-ce que vous dites, comme Robert Ménard qui l'a dit ici il y a 15 jours, qu'ils ont des morts sur la conscience dans la mesure où ils ont poussé des gens à ne pas se faire vacciner, donc à éventuellement tomber malades ? Alors, je veux dire, je ne sais pas s'ils ont des morts sur la conscience, parce que aussi, je doute du magistère scientifique de ces personnes sur les populations. Mais justement, ils ont pu être entendus. Bon, mais je crois aussi que la politique, c'est du travail, c'est d'essayer d'étayer ses convictions sur un certain nombre de faits scientifiques. Et là, visiblement, il y a une instrumentalisation, c'est plutôt la médiocrité de la conduite morale de ces personnes que je condamne. Et il y en a eu d'autres qui se sont conduits de façon médiocre dans le cadre de l'opposition à ce qu'a fait le gouvernement dans la gestion de cette pandémie. Oui, beaucoup. Mais là aussi, j'essaie d'être bienveillante vis-à-vis d'eux, parce que là aussi, toute cette pandémie a pris chacun par surprise, et les solutions de facilité étaient aussi une façon de gérer son angoisse. Alors, je gérerai votre angoisse peut-être à la tête du ministère, je ne sais pas, vous allez nous dire, après 2 ans de pandémie, est-ce que vous êtes une ministre de la Culture en souffrance ou une ministre de la Culture heureuse, Roselyne Bachelot ? Est-ce que vous avez souffert pendant ces deux ans de crise ? J'ai surtout souffert de la souffrance des autres, de la souffrance des artistes en particulier. Moi, je suis une ministre, le terme de heureux, mais en tout cas, je suis pas une ministre sacrificielle. Vous savez, je me méfie beaucoup des gens qui se sacrifient pour les autres, car en général, ils leur font durement payer. Moi, je vis tous les épisodes de ma vie comme un cadeau qu'on me fait. Non, parce qu'en plus, vous rêviez de ce poste. Oui, je rêvais de ce poste, mais finalement, j'aurais pu être une ministre de la Culture comme les autres, qui sort tous les soirs. Vous vous souvenez de cette phrase merveilleuse que j'adore, Yves Geland avait fait un reportage sur... Jacques Lang ? Dans le jardin de l'Élysée, où on voit Fleur Pellerin vient d'être nommée, et François Hollande dit à Fleur Pellerin, tu sais, d'abord tu vas voir Jacques Lang, puis ministre de la Culture, c'est pas dur, tu sors tous les soirs et tu leur dis que c'est bien. Elle est restée combien de mois ? Pas longtemps. À peu près 2 ans. 2 ans. Oui. Et Jacques Lang, vous l'avez vu d'ailleurs, vous ? Oh oui, beaucoup, c'est un ami. Et justement, j'ai peut-être le dire que c'est une chance, étant donné que quand on considère la souffrance des gens, c'est un mot qu'on ne peut pas considérer, mais d'avoir été une ministre de la Culture à l'œuvre, en me battant pour défendre le monde de la culture, mais c'est finalement une chance aussi. Et pourtant, on vous a accusé, il y a quelques mois, vous, le gouvernement Emmanuel Macron, d'avoir sacrifié la culture pendant ces 2 ans de pandémie. C'est une plaisanterie. Mais on vous a accusé, je dis pas que c'est juste. L'accusation ne tient pas 2 minutes. Oui. Et d'ailleurs, je reconnais que les contempteurs qui nous accusaient d'avoir sacrifié la culture ont remisé leurs critiques et leurs propos incendiaires. D'ailleurs, prenons les comparaisons avec les pays étrangers. Allons-y. Tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas un pays
qui a fait autant que la France pour sauver sa culture. Et d'ailleurs, comme le quoi qu'il en coûte, ça a servi. On est sorti du confinement, donc les contacts ont recommencé avec les artistes étrangers. Je me souviens au Festival de Cannes, il y avait des gens qui disaient mais attendez, des gens de cinéma étranger qui disaient aux artistes qui se plaignaient mais attendez, vous vivez dans un pays de cocagne. Moi j'ai adoré. Il y a une artiste lyrique que j'aime qui est canadienne qui s'appelle Marie-Nicole Lemieux et qui parlait à l'antenne de France Musique et qui disait avec son accent inimitable mais les Français vous vous rendez pas compte, vous avez un don. Vous vivez dans un pays de cocagne, venez donc chez nous, vous allez voir comment ça se passe avec les artistes. Et alors ils sont allés ou pas? Oui, ils y sont allés. Et alors le monde de la culture, le monde du spectacle vivant, donc théâtre, cinéma, les acteurs du monde culturel, ils sortent lessivés de ces 2 ans de pandémie où ils disent justement, le gouvernement nous a aidés. Ils sortent fatigués, ils sortent anxieux, mais ils ne sortent pas lessivés. Ils sortent effectivement confrontés à une double chose, une crise conjoncturelle d'une pandémie qui a été extrêmement dure, et puis confrontés au fait de l'accélération des transformations structurelles de la culture, qui est frappée sous le grand vent de l'évolution numérique, digitale, l'apparition du métaverse, et toutes ces transformations qui sont extrêmement violentes. Donc cette double angoisse, elle est là. C'est pour ça que je veux, en même temps que des mesures d'urgence, de sauvetage, aussi bâtir les modèles de demain. La création, elle a pu se poursuivre pendant ces 2 ans? Oui, au contraire, elle a flamboyé. Les films ont continué à se faire grâce à des mesures qu'on a prises. Et les artistes ont créé, ils ont répété, ils ont composé. Non, de toute façon, la culture ne meurt jamais, même dans les pires conditions. On va sans doute parler de la Shoah, d'Auschwitz, mais même dans des conditions absolument extrêmes, on va en parler, culture est là. Mais alors, et d'ailleurs, on parlera aussi des tableaux qui ont été retrouvés dans les musées français qu'on va continuer à retrouver. Qu'on a continué à retrouver. Alors, est-ce que vous dites que cette crise est derrière nous, que la pandémie c'est fini, Roselyne Bachelot? Je ne fais pas c'est un peu ce que dit je ne fais pas de prédiction. Visiblement, la pandémie telle que nous la connaissons est en train de s'essouffler, de passer sous un... on a dépassé le pic. Maintenant, on a dépassé le pic. Derrière nous, donc. Oui. Ça sera plus comme avant. Voilà. Et puis on a pris aussi un certain nombre de mesures. On a un autre mode de vie. On doit se développer le télétravail. On accepte volontiers de porter le masque pendant une représentation théâtrale ou un concert. Ça pose plus de problème. On a repris des méthodes d'hygiène, de lavage des mains, d'aération des locaux. On se fait vacciner massivement. Il y a aussi des outils que nous avons. Oui, en 2 ans. En 2 ans. En 2 ans. Comment vous envisagez le printemps et l'été de la culture? Qu'est-ce que vous entendez par votre question? Au niveau des spectacles. Ah oui. Alors festivals. Là, moi je pense que les festivals, on va avoir une belle saison festivalière. Les concerts debout vont reprendre à partir du 16 février. Il y a des problèmes de programmation parce que les concerts debout, c'est en général des tournées internationales, etc. Donc il y a des problèmes. Les concerts debout vont avoir plus de mal à revenir à la normale que les concerts classiques. Mais attention, moi je fais part aussi de l'optimisme à tout va. Je suis pas une madame tant mieux. Je sais bien que le cinéma, c'est encore 25% de baisse de la fréquentation. Dans le spectacle vivant aussi. Donc il y a des gens qui auront encore besoin d'être aidés. Encore que quand on va au théâtre, on voit que les salles sont pleines. Voilà. Alors, pas toutes. Il y a un phénomène de bipolarisation. Il y a des spectacles qui marchent. Vous allez à la Comédie Française, c'est rempli tout le temps. Vous allez à Mogador voir Le Roi Lion, c'est rempli. Et puis, pour un bon moment, vous allez voir les producteurs, c'est rempli aussi. Puis vous avez... Il y a un mais. Oui. En province, comment ça se passe? Ça marche aussi. C'est plutôt, vous savez, le théâtre de création ou le cinéma de création. Là, c'est un peu compliqué. Il y aura des mesures supplémentaires? Oui, bien sûr, on continue à aider tous ceux qui en ont besoin. Alors donc, dans les mois qui viennent, rapidement, plus de jauge, plus de masques, plus de passe vaccinal,
Plus de contraintes? Alors, tout ça, c'est fini? Non. Alors, pour l'instant, le pass vaccinal n'est pas... Comme on a entendu ce qu'a dit Olivier Véran. Si, voilà, exactement. Pour l'instant, l'échéance, les jauges la jauge à 2000 a été supprimée, ce qui fait que l'Opéra de Paris peut retrouver sa jauge de 2800 places, ou la Philharmonie sa jauge de 2400 places. Et puis là, suppression des jauges et possibilité des concerts debout dans une grosse semaine. Paris, c'est toujours l'épicentre de la culture, Roselyne Bachelot? Paris est un des épicentres de la culture. Et ça l'a été, ça le reste. Et les étrangers, on les attend parce qu'avec la pandémie, c'est aussi il manque à Paris. Les Américains, les Asiatiques, éventuellement même des Européens. Il manque évidemment, moins dans le spectacle vivant, mais il manque surtout dans les musées, dans les grands établissements patrimoniaux. Dans une structure comme le Louvre, on est à peu près à 50% de fréquentation parce que les Asiatiques, les Américains évidemment constituent le gros de cette clientèle. C'est quoi la dernière exposition que vous avez vue? Alors, je vois plein d'expositions. J'ai vu Morozov, mais ce matin, j'étais à Versailles. Et l'Angola vient de nous rendre ils nous ont offert 2 magnifiques statues qui étaient dans les jardins de l'ambassade d'Angola, l'ancien hôtel de Rothschild. Et Zéphyr et Flore, et l'abondance, c'est absolument magnifique. Allez les voir à Versailles, ces statues, c'est un rêve. Alors, culture, c'est aussi c'est la peinture. Hein. Oui. Il y a des peintres sans doute que vous préférez à d'autres. Au niveau de la littérature, pareil, quels sont les auteurs, les écrivains que vous avez qui ont marqué votre parcours? Les écrivains qui ont marqué... Votre livre de chevet, il y en a un? Qui ont marqué ma vie, il y en a beaucoup. J'aime bien raconter et de la raconter ici, sans doute, le choc que j'ai eu avec un livre. J'avais 13 ans, je découvre caché dans la cave de mes parents, un livre. Et je lis le livre et j'ai absolument un choc littéraire absolument incroyable. Et je dis à ma mère, j'ai découvert un écrivain que personne ne connaît. Et c'était Louis-Ferdinand Céline. Je fais pas de provocation. Non, mais pas du tout. Et ma mère était horriblement ennuyée. Résistante, hein. Résistante. Elle avait caché le livre. Et elle m'explique l'ignominie de Louis-Ferdinand Céline. Et là, je dois dire que je rencontre le dilemme éternel de l'homme et de l'œuvre, que je n'ai toujours pas réglé d'ailleurs. Alors justement, ça nous conduit à parler de quelque part votre activité. Vous étiez à Auschwitz le 27 janvier. Pour l'anniversaire du 77e anniversaire de la libération du camp aux côtés du Premier ministre. 77 ans après la Shoah, l'antisémitisme tue en France. À côté du vieil antisémitisme d'extrême droite dont on va parler, il y a aussi ce nouvel antisémitisme de jeunes, j'ai pas dit des jeunes, deux jeunes issus des quartiers, obnubilés à la fois par l'islam et par l'haine d'Israël. Depuis l'assassinat d'Ilan Halimi, il y a 15 ans, 10 juifs français ont été assassinés parce qu'ils étaient nés juifs. L'État, le gouvernement, la société française, peut-être les intellectuels, sont-ils impuissants à ce nouveau mal français, à ce mal français? Je dirais pas qu'ils sont impuissants. Mais c'est une question... Je dirais même que, finalement, l'antisémitisme qui était... constitutif, le terme est exagéré, mais extrêmement répandu avant la guerre, cet antisémitisme qui a marqué l'affaire Dreyfus, qui m'a... l'odieuse complicité de Pétain, du régime de Pétain avec les nazis, qui imbibait l'ensemble des sociétés occidentales. L'antisémitisme était réparti partout en Europe. Cet antisémitisme, il a quand même pas disparu, mais fortement diminué. Et qu'il y a toute une partie de la société, l'immense majorité de la société, même s'il y a quelques remugles, toujours possible, cet antisémitisme social, il a disparu. Mais il mérite d'être toujours combattu et on en voit toujours. Et d'ailleurs, récemment encore, vous avez remis à des descendants de juifs assassinés pendant la Shoah, des tableaux de leur famille qui ont été retrouvés dans des musées français. Quand vous remettez ces tableaux,
Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est une émotion incroyable. Et en faisant voter à l'unanimité cette loi de restitution, il y avait la famille, les descendants des Juifs assassinés qui étaient là. Et ça ne se fait jamais à l'Assemblée. Le gouvernement n'a pas le droit d'applaudir théoriquement à l'Assemblée. Nous sommes tous tournés vers les descendants. Mais j'ai un souvenir très précis. On a donc rendu le Klimt récemment. Rosier sous les arbres. Qui est au musée d'Orsay, je crois. Qui est au musée d'Orsay. C'est le seul Klimt qui était dans les collections publique française, au neveu de Nora Stiasny, qui a donc été assassiné dans les camps à Auschwitz. Et j'ai demandé, au moment où j'ai restitué le Klimt, j'ai demandé à rester en tête-à-tête avec le tableau. Et je suis resté une demi-heure face à ce tableau. C'était... Parce que c'est une histoire. Oui. Et c'est de la souffrance. Oui. C'est à ça que je pensais. Ouais. C'est cette rencontre vertigineuse entre la beauté absolue et le mal absolu. Et la souffrance, ouais. Et quand on revient d'Auschwitz, Roselyne Bachelot, quel regard on porte sur cette tentative d'Éric Zemmour de réhabiliter Pétain, soi-disant sauveur des Juifs français? J'ai pensé à ça parce que, bien sûr, la Shoah est quelque chose qui est tellement interpellant. J'ai évidemment une bibliothèque avec tous les grands livres d'analyse sur la Shoah, mais je m'étais jamais rendu à Auschwitz. Être à Auschwitz un 27 janvier, dans le froid de la plaine, avec ce vent, la neige, on est à 15h30, la nuit a commencé à tomber. Et on s'imagine ce que vivaient on est sur l'Appel Place. Et j'étais chaudement vêtu avec des bottes fourrées, une grosse doudoune, des écharpes, un bonnet, etc. Et on se dit, ils attendaient la mort 4 heures le matin, 4 heures le soir. Et là, ces mots des Zemmour, des Rioufol, vous frappent en pleine figure. Vous vous dites, c'est pas possible. On a envie de les emmener là, de dire que ça peut pas être une approche seulement intellectuelle. Il faut l'avoir, il faut connaître l'histoire, mais il faut avoir presque une appréhension physique de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, vous avez été proche de Jacques Chirac. Oui. Jacques Chirac, en 95, a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Zemmour qui met en cause ce discours du Veldiv, qui met en cause l'innocence du capitaine Dreyfus, qui mène une campagne raciste anti-musulman autour de la théorie du grand remplacement. Est-ce que dans ces conditions, Zemmour, il est toujours dans le champ de la République? Est-ce qu'il est toujours républicain? Il est toujours dans le champ de la République, puisqu'il est français. Mais j'ai le sentiment que la République, et c'est sans doute ça la différence entre le mot, le qualificatif, c'est que la République, elle est fondée sur des valeurs. C'est pas seulement une identité nationale, c'est la différence entre un pays, une nation, une démocratie et une république. À partir du moment où on est à ce moment-là, on est dans la République, mais on n'est plus dans les principes républicains. Et puis dans les valeurs de la République. C'est ça. Et alors, Marine Le Pen, qui dit, c'était vendredi, dans le Figaro, qu'il y a quelques nazis chez Éric Zemmour. Elle fait notamment allusion au Parti de la France, qui le soutient, un parti dont le président Thomas Joly apparaît sur les réseaux sociaux arborant un t-shirt à la gloire de Pétain. Le secrétaire général de ce parti, Bruno Hirou, pose derrière une bonbonne de Zyklone B. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, il peut toujours y avoir des personnes de ce genre. Ils étaient à Villepinte avec... Voilà, c'est ça, qui infiltrent des partis, mais là, ils étaient à Villepinte avec politiques. C'est à Monsieur Zemmour de condamner et de faire le ménage chez lui. Et alors, vous parliez tout à l'heure de Rioufol, donc journaliste au Figaro, qui affirme, c'était mercredi sur CNews, je le cite, quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était d'abord un lieu hygiéniste, un lieu fait pour préserver du typhus. Mais il reprend l'argumentation des nazis. Voilà. Mais comment on en arrive là? L'argumentation des nazis, et d'ailleurs, vous savez aussi, l'argumentation, quelque part, de Darquier de Pellepoix, commissaire aux affaires juives, qui en 78 disait, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Mais comment on en arrive là aujourd'hui? Je suis incapable de l'expliquer, puisque c'est des gens qui vivent sur une autre planète, qui n'est pas ma planète de compréhension. Elle n'est que ma planète de révolte.
Alors, on revient à votre planète politique, Roselyne Bachelot. Vous êtes issue de la droite. Vous avez été ministre avec Valérie Pécresse, sous Nicolas Sarkozy et François Fillon. Est-ce que vous avez gardé un bon souvenir d'elle? Est-ce que vous avez gardé le souvenir d'une bonne ministre et d'une bonne camarade? J'ai gardé un très bon souvenir de Valérie Pécresse, d'une bonne ministre et d'une femme compétente. La question, c'est que je dirais presque que je la reconnais plus. Pourquoi? Parce que j'ai connu Valérie Pécresse comme une femme modérée, et là, elle a épousé les thèses qui ne sont pas les miennes de ma famille politique. C'est-à-dire? Elle est dans un système de torsion parce que elle est issue d'une primaire qui, au départ, avait consacré la victoire d'Éric Ciotti, l'homme qui préférerait voter pour Zemmour que pour Emmanuel Macron, et que elle a pu gagner cette primaire grâce à des ralliements, mais avec quand même Éric Ciotti qui a fait un très beau score. Et il faut qu'elle conquiert cette frange importante de cette famille politique, cette famille qui préfère voter Éric Zemmour qu'Emmanuel Macron. Et ça amène une sorte de torsion idéologique qui la conduira pas loin. Pas loin, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a une phrase de Grillparzer que j'aime bien, qui dit « Penser n'importe comment procure toujours des satisfactions immédiates. À terme, quand les choses se trancheront, il nous faudra supporter l'insupportable. » Ça veut dire que elle a d'ores et déjà raté sa campagne présidentielle? Oui. Oui? Oui. Et ça vous rend triste? Pour votre... Ça me rend triste pour elle. Pour elle. Alors, il y a beaucoup d'interrogations autour du choix de Nicolas Sarkozy. Je suppose que vous avez sans doute des contacts avec lui. Est-ce que vous croyez qu'il va soutenir Valérie Pécresse ou il va aller vers Emmanuel Macron? Non, vous savez pas? Ah non, ça, alors là, je suis pas dans la tête de... Et cette campagne présidentielle, est-ce qu'elle ressemble à une autre campagne que vous auriez pu vivre? Ou que vous avez vécu? Oh, il y a beaucoup de points communs. Regardez. Vas-y. Il y a des points communs, bien entendu, dans les luttes de pouvoir. Depuis qu'on se bagarre autour d'un bout de mammouth dans une grotte préhistorique, il y a des choses qui J'en ai pas le souvenir encore. Oui, ah bon? Vous avez quelquefois un petit côté préhistorique, cher Frédéric Aziza. Donc, je me disais que ça vous évoquait, ça excitait votre mémoire. Non, il y a bien sûr les luttes de pouvoir, etc. Mais effectivement, on est passé dans une autre dimension, c'est celle des réseaux sociaux, des chaînes d'infos. Ça change tout, ça? Ça change tout, c'est de l'information immédiate. Ça rend tout ridicule aussi, peut-être. C'est l'information, c'est la contre-information, c'est les gens qui réagissent avec leurs sentiments plutôt qu'avec leur cerveau. Oui, c'est une autre phase qui est arrivée. Vous avez été active auprès de Jacques Chirac en 1995, vous étiez sa porte-parole, si je me souviens bien. En 2002, j'étais sa porte-parole. 2002, vous étiez sa porte-parole, pardon. Qui est Chirac et Balladur aujourd'hui? Chirac, je pense que c'est Emmanuel Macron. Balladur, Chirac? Oui, Emmanuel Macron. Oui. Et Balladur, c'est Valérie Pécresse. Ah bon? Et alors pourquoi? Et pourquoi? Non, mais vous m'avez demandé de réduire. Non, mais justement, en quoi Emmanuel Macron c'est Chirac? En quoi Valérie Pécresse c'est Balladur? Il y a un côté condottière chez Chirac et chez Macron, c'est-à-dire chef de guerre, d'aspect romantique. Et puis il y a chez Balladur et chez Valérie Pécresse un côté lisse, sans aspérité, et deux personnes qui essaient justement de sortir de ce côté lisse et qui n'y arrivent point. Je vous demande de vous arrêter, c'est ça? C'est ça, je vous demande de vous arrêter. C'est le côté Balladur, Pécresse? Hein? Oui, c'est cela. En quoi Emmanuel Macron correspond à la sociologie du pays? Mais un homme politique n'a pas à correspondre à la sociologie du pays. D'abord, il ne peut pas. La sociologie d'un pays, c'est un patchwork, pour parler en bon français, d'identités diverses, d'histoires diverses, de références diverses qui se réunissent et qui créent une unité nationale autour d'un certain nombre de valeurs. Donc, il peut pas représenter, aucun candidat ne représente la sociologie d'un pays. Mais il faut que les Français adhèrent à lui, oui, il faut qu'ils adhèrent aussi à un programme, à des idées, à des valeurs, mais pas d'abord à la personne. Et vous la sentez bien, cette campagne qui n'est pas encore celle puisqu'il n'a pas encore annoncé sa candidature, vous la sentez bien, la future candidature d'Emmanuel Macron? Ah non, ne me posez pas ce genre de questions, je n'y répondrai pas. Mais pourquoi? Parce que j'attends qu'éventuellement il dise. Et vous souhaitez qu'il se présente, de toute façon? Ah, moi je souhaite qu'il se présente, évidemment. Ouais. Vous êtes ministre de la Culture, donc quelque part la ministre du Savoir.
C'est bien ça, hein? C'est ça. Et du savoir et du beau. Et du beau. Alors, il y a parfois un débat autour de la philosophie des philosophes. En quoi, on va en citer quelques-uns, Platon, Sénèque ou Kant, peuvent nous être utiles aujourd'hui? Comment aussi un texte venu de l'Antiquité peut-il éclairer les problématiques contemporaines? Platon, c'est sans doute celui qui va le plus nous aider dans cette réflexion. Parce que finalement, quand on regarde dans la République les valeurs auxquelles il nous appelle à la sagesse de la raison, il nous appelle au courage et à l'intrépidité dans l'action, mais il nous appelle à la tempérance dans ce qui pourrait être nos vices. Et finalement, ces trois éléments sont tout à fait utiles. Sénèque, c'est le courage. Sénèque, c'est celui qui dit ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Sa phrase fameuse, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La phrase de Sénèque, elle est à prendre dans son intégralité, elle est toujours d'actualité. Et Emmanuel Kant, c'est celui qui met la morale au-dessus de tout. Et finalement, à travers la raison, le courage et la morale, on a finalement les trois principes cardinaux que nous disent ces pères de la philosophie. Et qui sont donc toujours d'actualité aujourd'hui, voilà. qui façonnent le monde quelque part. Qui façonnent le monde et qui devraient façonner la politique. Et les politiques parlent beaucoup de Voltaire aussi. Oui, bien sûr, Voltaire... C'est un élément tout à fait fondamental, cette liberté, ce combat pour la justice, pour la liberté de penser. C'est quelque chose qui, dans les trois philosophes que vous avez cités, la liberté de penser est plutôt chez ces philosophes une liberté intérieure. Voltaire la complète par une liberté sociale. Et ça contribue au vivre ensemble? Parce qu'on parle beaucoup de vivre ensemble ces dernières années, depuis 2015. Elle est évidemment un facteur du vivre ensemble, à condition, bien sûr, de respecter aussi la liberté de penser des autres. Alors, quelques mois, on fait un saut de quelques mois en avant. Si vous n'êtes plus ministre en mai, ce sera quoi votre vie d'après, Roselyne Bachelot? Moi, j'ai déjà 3 livres en commande. Donc 3 livres en commande. Donc c'était des contrats d'édition que j'avais passés avant d'être ministre de la Culture. Évidemment, j'ai tout arrêté parce qu'il y a des... Il y a quoi, c'est des essais, Oui, enfin, je veux pas trahir ce que je vais publier, mais il y a des personnes qui peuvent écrire 1 ou 2 heures par jour, comme mon ami Bruno Le Maire, qui fait des livres excellents. Il y en a qui peuvent faire 3 heures de piano par jour. Voilà, aussi. Mais moi, je suis un écrivain, n'exagérons rien, mais un auteur qui a besoin de plonger dans le livre. J'écris, je vais 15 jours en retraite complète. Vous avez écrit d'ailleurs la biographie de Verdi. Hein. Voilà, c'est ça, une biographie de Verdi. Verdi amoureux, qui sort en livre de poche chez Robert Laffont ces jours-ci. Et j'ai besoin pendant 15 jours, je me lève à 6 heures du matin, je me couche quelquefois à 3-4 heures, je dors 2 heures, et j'écris. Donc c'est pas qu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez pas. C'est incompatible avec une fonction ministérielle. Et donc après, si vous n'êtes plus ministre, vous pourrez retourner faire de la radio, peut-être avec Laurent Ruquier. J'adore Laurent Ruquier, j'adore les grosses têtes, j'adore. Vous pourriez retourner chez lui? Oui. Vous l'a proposé? Non, il m'a rien proposé du tout. Mais vous pourriez raconter des blagues encore à l'antenne. Mais bien sûr. Vous avez en tête d'ailleurs des blagues à l'antenne? Non, je ne raconte pas de blagues. Je suis ministre de la République. Non, mais je pense aussi que on peut avoir un discours qui peut être un discours intellectuel, un discours parfois précieux. On me reproche parfois d'utiliser des mots un peu rares, et puis être truculente. Moi, je suis une rabelaisienne. Ouais. Je m'inscris dans la... Écoutez, René de Obaldia vient de nous quitter. René de Obaldia était Vous avez rendu hommage dans un excellent, enfin, un très beau texte. Et c'était quelqu'un qui maniait non pas la vulgarité, mais cette espèce de truculence qu'on retrouve chez Raymond Queneau, bien sûr chez Rabelais, chez René de Obaldia. Alors, pour conclure, vous êtes une passionnée d'opéra, vous l'avez dit. D'ailleurs, il faut être rabelaisienne pour être passionnée d'opéra. Non, il faut être musicienne. Y a-t-il un opéra qui symbolise l'époque actuelle, peut-être les 2 ans que vous avez passé au ministère de la Culture? Je pense que l'opéra qui raconte le mieux peut-être la politique, les torsions, la lutte pour la démocratie, c'est le Don Carlos de Verdi.
c'est un opéra qui est mon opéra préféré chez Verdi. Oui, sans doute, il faut aller écouter Don Carlos. Don Carlos. On peut vous écouter? Vous avez un air d'opéra en tête? Ah non, mais si, je sais que vous avez des airs. Alors, je ne vais pas chanter d'opéra italien. Ouais. La dernière fois que j'ai chanté un opéra, c'était sur un collègue à Europe numéro 1. Je me suis lancé dans le fameux Caro Nome de Rigoletto et des copains chanteurs m'ont dit, écoute, Roselyne, t'es gentil, mais tu parles si tu veux, mais ne chante pas. J'ai envie de vous Alors, entendre. je vais chanter, je parlais de ma grand-mère bretonne, je vais chanter un peu le Roi 10 de Lalo. Vainement, ma bien-aimée, on croit me désespérer. Près de ta porte fermée, toujours je veux demeurer. Et près de votre porte grandement ouverte, Frédéric Aziza, eh bien, je suis resté pendant cette heure. Merci en tout cas, Roselyne Bachot. Merci pour cet air magnifique et cette voix extraordinaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.